Messieurs les présidents, messieurs les directeurs, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour ce 7e rendez-vous de l'Actu, édition 2017. Notre sujet porte aujourd'hui sur les 20 ans des conventions d'objectifs et de gestion, et plus particulièrement sur leur portée, leur pertinence et leurs limites en tant qu'outil de pilotage du service public de la sécurité sociale. Pour commencer, on vous propose de faire un petit saut de 20 ans en arrière pour se souvenir de ce qu'était la sécurité sociale avant les COJ. Donc on est ici dans un contexte de tutelle, une tutelle entre l'État et les caisses nationales, qui est une tutelle à la fois tatillonne et peu efficace en termes de maîtrise des dépenses budgétaires. C'est une tutelle qui est également importante puisqu'elle est a priori. Pour donner un exemple, toutes les décisions prises par les conseils des caisses doivent faire l'objet d'une approbation expresse de la part de l'État. On est aussi dans cette période-là dans le constat du limite du pilotage de la sécurité sociale par les représentants des assurés et du patronat, puisqu'il est vrai qu'il a été difficile d'engager des réformes budgétaires, d'équilibre budgétaire, en activant les leviers à la hausse des cotisations ou à la baisse des prestations. Donc là, face à ce constat, les pouvoirs publics se disent qu'est-ce qu'il nous faudrait ? Il nous faudrait une tutelle plus souple, une relation plus agile, des objectifs pluriannuels, des instruments de maîtrise budgétaire, et puis des modalités de pilotage, un minimum harmonisé entre les réseaux et puis au sein des réseaux. Donc ce qu'il nous faudrait, pour résumer, c'est une démarche objectif-résultat, dont la sécurité sociale va devenir pionnière dans la sphère publique. Vous me voyez arriver. Cette démarche, c'est celle qui est portée par les COJ, créée par l'ordonnance du 24 avril 1996. Ça fait donc 20 ans, depuis 97-98, que les premières COJ ont été signées. Et comme le disait Fatima, quelques questions aujourd'hui se posent. Comment ont-elles été pensées pour améliorer le système de pilotage de la sécurité sociale ? Est-ce qu'elles ont effectivement permis de maîtriser les dépenses, ou au moins d'y contribuer ? Quels ont été leurs bienfaits ? Comment a évolué le dispositif ? Est-il encore adapté aux enjeux actuels du service public de la protection sociale ? Tout d'abord, dans une première partie, l'introduction des COJ a été un véritable tournant dans le pilotage de la sécurité sociale, notamment puisque les COJ viennent instaurer un nouveau cadre contractuel entre l'État et les caisses nationales. L'idée, c'est qu'il revient aux caisses de gérer le système de protection sociale et de définir la stratégie de gestion de chaque branche, et à l'État de déterminer les grandes orientations de la politique de sécurité sociale, notamment par les LFSS. Ici, le mécanisme des COJ veut établir un rapport de partenariat entre les deux et non plus un rapport de subordination et de tutelle. Les contrats sont donc conclus entre l'État et les caisses nationales, et cela vient marquer l'application dans le domaine public de ce qu'on appelle aujourd'hui les logiques de contractualisation qui créent des engagements mutuels. L'ordonnance laisse peu de place à l'interprétation, puisque dans l'esprit du législateur, les COJ sont un contrat obligatoire. Donc c'est ni optionnel ni facultatif. C'est un contrat obligatoire, on l'a vu ce matin, par le biais des signatures. Donc d'un point de vue caisse nationale, le gestionnaire et l'administrateur s'engagent. Et d'un point de vue de l'État, c'est l'autorité compétente de l'État qui signe les COJ, à savoir aussi bien le ministre en charge de la sécurité sociale que le ministre du budget. Donc vraiment, les COJ ont permis de créer et de structurer les relations entre l'État et les caisses nationales en venant définir le partage des responsabilités. Et ce qu'on va voir, c'est que ce nouveau cadre contractuel, il a permis de moderniser, il a permis aussi de clarifier le pilotage de la protection sociale. Premier vecteur de clarification, c'est que tout simplement des thématiques sont partagées entre les réseaux. Il y a une cohérence des contenus. Dans toutes les COJ, quelle que soit leur génération, l'accent va pouvoir être mis par exemple sur la qualité de service à l'usager, la démarche de performance ou encore la simplification des démarches pour les usagers. Et cette cohérence, elle se prolonge dans le temps, puisque les COJ se construisent selon un processus de stratification. On peut consolider des objectifs précédemment fixés, on va éventuellement leur donner plus ou moins d'importance. On peut penser à la lutte contre la fraude, qui à l'origine, dans les premières COJ, était
une sous-partie de la maîtrise des risques, et puis qui aujourd'hui fait l'objet d'axes entiers avec des indicateurs propres. On peut aussi ajouter des catégories d'objectifs dans le temps, par exemple la responsabilité sociale. Et cette cohérence dans le temps, elle se ressent encore aujourd'hui davantage que par le passé, puisqu'à compter de 2018, les différentes temporalités des COG vont être synchronisées. Le deuxième vecteur de clarification du pilotage, c'est que les COG portent une nouvelle architecture des responsabilités. L'État, les caisses nationales, les organismes. Premier point, l'État s'engage. Il s'engage sur des objectifs de service public, sur des dotations budgétaires. Il s'engage aussi en clarifiant lui-même sa politique sur des points qui n'étaient pas forcément complètement clairs auparavant. Et cette volonté le conduit à s'équiper davantage, équiper son bagage stratégique, son expertise, sa capacité de suivi. Le deuxième point, au-delà de l'État, c'est entre les caisses nationales et le local, puisque vous le savez, les COG sont déclinés en autant de CPG qu'il y a d'organismes, ce qui n'allait pas de soi, compte tenu, avant l'apparition des COG, de la relative déconcentration de la culture institutionnelle. Si bien que les caisses nationales aujourd'hui sont appelées à piloter leur réseau de façon beaucoup plus rapprochée que par le passé. Donc, dans le cadre du dispositif contractuel, elles ont été amenées à créer des systèmes de scoring qui permettent de positionner les caisses en fonction de leurs résultats. Créer par exemple à l'ACOS, en 2006, une commission de suivi de la COG au sein du conseil d'administration, de suivre les écarts entre la réalité et les objectifs COG. Dès qu'on a le moindre doute sur l'atteinte d'un objectif ou même la capacité à atteindre l'objectif dans le futur, ça déclenche un certain nombre d'alertes. Et toujours pour assurer la cohérence, cette verticalité, ça va jusqu'à actionner le levier de l'intéressement, tant pour les directeurs que pour les collaborateurs, que je le disais, de façon à aligner les objectifs. Tout ça est bel et bon. IAS nous dit, le suivi de la COG, par exemple par la COS, avec ce dispositif qu'on vient de décrire, s'est révélé être d'une grande qualité. Alors, il ne faut pas négliger quand même que tout ça a des conséquences d'ordre managérial, puisque, toujours à des fins de suivi, les COG nationales ont pu créer des directions métiers qui s'intéressent d'extrêmement près à ce qui se passe dans les organismes, si bien que ça peut quand même provoquer quelques interférences entre les prérogatives d'un directeur local et ce qui peut descendre de la caisse nationale. Si on prend un peu de champ, on voit là qu'il y a une sorte de translation du pouvoir. Je le dis devant des présidents... La translation du pouvoir étant définie par une translation qui ne date pas des COG, qui aurait pu commencer dès l'époque des ordonnances Jeanneney ou autres, translation entre la démocratie sociale et la démocratie politique. Il ne faut pas perdre de vue que dans le même temps qu'on crée les COG, on introduit les LFSS et très vite après les hauts conseils. Donc on voit bien que les COG présentent des avantages indéniables. Au-delà, elles sont aussi porteuses d'une stratégie plus efficace, plus ambitieuse et mieux partagée. Tout d'abord parce qu'il y a un impératif de maîtrise des dépenses budgétaires et aussi par le développement d'une culture de la performance. Donc comme l'a présenté Thibault, il y a une véritable architecture entre les lois de financement de la sécurité sociale, les COG et les CPG. Et c'est vrai que ça crée de facto une structure pyramidale qui rend très difficile aux organismes locaux le non-respect de leur enveloppe budgétaire. Aujourd'hui, on est dans un contexte budgétaire public assez restreint. Et c'est vrai que l'enjeu pour la sécurité sociale, c'est forcément de disposer de moyens permettant un fonctionnement le plus optimisé possible. Et cela passe notamment par une maîtrise des dépenses de personnel, puisqu'aujourd'hui, ça représente quand même une énorme enveloppe de 11,7 milliards d'euros, mais également par une maîtrise des dépenses de fonctionnement pour garantir les marges de manœuvre d'un point de vue local, pour permettre l'investissement, pour permettre de mener des projets à court et à moyen terme, et aussi pour permettre l'amélioration du service rendu. Et justement, au-delà de cette de ces enveloppes budgétaires et de cette structure pyramidale, les COG ont aussi un objectif de recherche de la meilleure performance possible. Donc on a fait le choix d'un petit focus sur la qualité de service à l'usager, puisque c'est un des axes majeurs des COG. Donc dès la première COG, la relation de service à l'usager était importante. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle est d'autant plus importante parce que les missions des différentes caisses se sont diversifiées.
Et il y a de nombreux indicateurs qui sont dédiés à la mesure de la qualité du service rendu et également à la satisfaction ressentie de la part des usagers. Ces indicateurs sont par la suite évalués et qui vont finalement aussi permettre d'établir des indicateurs qui vont identifier les axes forts des différentes branches et aussi les axes d'amélioration. Si on prend l'exemple de la branche maladie, donc il a été identifié durant la dernière COG 2014-2017 trois axes majeurs, à savoir la mise en place de partenariats locaux pour assurer un accueil en milieu rural et dans les zones périurbaines fragilisées. Également le développement d'espaces libre-service et enfin la généralisation de l'accueil sur rendez-vous. Donc aujourd'hui, on est en fin de COG et les premiers bilans sont positifs sur ces trois aspects. Et au-delà de ce seul point de la qualité de service, on peut voir que les COG ont contribué à faire en sorte que la Sécu définisse des stratégies peut-être plus ambitieuses et plus fédératrices. Alors, déjà parce que ça nous a été expliqué ce matin par M. Mayer, les COG, elles ont stimulé la capacité à réfléchir et à penser la stratégie de la Sécu. C'était peut-être pas le cas avant, c'est vrai que la contrainte budgétaire aussi était moindre, mais à la fin des années 90, on est dans ce tournant. Et concevoir une COG, c'est effectivement l'occasion de prendre un peu de recul. Et pour vous faire part très rapidement de ce que j'ai pu contribuer à faire à Lucans, la première question qu'on s'est posée avec le comité de direction et avec les partenaires sociaux, c'était pas qu'est-ce que Lucans va faire pendant 4 ans, l'année N+1, N+2, c'était plutôt quelle est notre plus-value pour la sécurité sociale. Comment on peut mieux répondre, sans forcément se fixer un horizon à N+1 ou N+2, mieux répondre aux besoins des organismes et des caisses nationales. Autrement dit, quel est notre horizon stratégique ? Et cet horizon stratégique, on le place dans un plus long terme, puisque c'est étroitement lié au caractère pluriannuel des COG. Et ce caractère pluriannuel, il est indispensable pour prendre à bras-le-corps des thématiques lourdes, comme la maîtrise des risques, l'accès aux droits, ou des changements organisationnels qui ne s'improvisent pas en claquant des doigts. On peut penser à TRAM, par exemple, qui constituait l'axe 4 de la COG 2014-2017 de l'assurance maladie. Ça permet aussi de porter du coup des investissements plus ambitieux. Et on voit que les enjeux présents dans les COG ont souvent un corollaire SI. C'est même une écrasante majorité. 85% des projets COG dans les branches famille et retraite impliquent des chantiers SI. Donc des chantiers dont on sait qu'ils sont particulièrement coûteux et qu'ils prennent du temps. Le deuxième point, c'est que non seulement c'est plus ambitieux, mais c'est aussi plus fédérateur. Là encore, on l'a évoqué ce matin, tant avec les présidents qu'avec M. Mayer. Les COG, c'est l'opportunité d'associer les partenaires sociaux, les réseaux pour les caisses nationales et les collaborateurs. Alors sur les réseaux, on a un ancien directeur général de caisse nationale qui pourra nous en redire un mot à la suite. Et là encore, moi je peux vous faire part rapidement de l'association avec les partenaires sociaux et avec les collaborateurs, puisque la première étape, quand on a voulu définir la COG de Lucans, c'était définir, comme je l'ai dit, les orientations stratégiques avec le CODIR et avec le conseil d'orientation. La deuxième étape, c'était plus de 80 collaborateurs salariés de Lucans dans une dizaine de groupes de travail qui ont brainstormé pour, en déclinaison des orientations stratégiques qui avaient été arrêtées, définir les objectifs COG. Et dans une troisième étape, ce sont encore d'autres collaborateurs, une dizaine, issus des fonctions support, qui ont analysé les impacts des objectifs COG qu'on était en train de dessiner. Quels sont les impacts RH, les impacts SI, les impacts en termes de com, est-ce qu'on est capable de mettre en œuvre ces objectifs? Donc une centaine quasiment de collaborateurs sur un organisme de 240 peut-être à peu près, collaborateurs impliqués dans la conception de la COG. En tout cas, à Lucans, ça a été l'occasion d'un véritable échange avec les salariés. On avait même souhaité les rassembler de façon festive autour de la COG, tous ceux qui avaient contribué à sa conception. Tout ça pour dire, ça me semblait quand même important, qu'on peut y trouver le caractère éminemment fédérateur d'une COG. Alors, une petite nuance quand même, c'est pas les représentants des conseils qui me contrediront, les COG ne sont pas toujours complètement bien signés. Là aussi, on a parlé de posture ce matin. Il peut arriver qu'on s'abstienne, il peut aussi arriver qu'on vote contre la COG, tout simplement parce qu'on est contre le dispositif contractuel en tant que tel. Et ça nous laisse entrevoir les limites du dispositif COG.
Donc, comme on a pu le voir, si les COJ sont festives, tout du moins plus efficaces, plus ambitieuses et plus fédératrices, elles apparaissent aujourd'hui comme des outils de plus en plus lourds dont on leur reproche leur manque de souplesse. Tout d'abord, il est vrai que le dispositif s'est éloigné de son esprit originel. Il a été dévoyé en raison de plusieurs motifs. Tout d'abord, en termes de contenu, on voit qu'il y a une accélération massive du nombre de pages de l'ensemble des COJ du régime général. Et également en termes d'indicateurs, puisqu'il y a eu une véritable croissance à partir de la deuxième génération des COJ du nombre d'indicateurs, du nombre d'objectifs. Malgré tout, il y a eu aussi finalement, il y a eu une prise de conscience assez récente lors de la dernière COJ que ces indicateurs, que ces pages entraînaient un manque de lisibilité des conventions d'objectifs et de gestion. Donc s'il y a clairement un intérêt de cerner les activités des organismes, le problème, c'est que ça entraîne aussi des conséquences assez négatives. Tout d'abord, c'est ce que j'expliquais en termes de lisibilité, ça a été décrié par l'IGAS, mais aussi le risque de tomber dans l'excès de mesure, puisque quelquefois, certains indicateurs pourraient ou devraient relever du bon sens des différents acteurs, mais qui sont malgré tout inscrits au sein de la COJ. Et également du point de vue des collaborateurs, c'est-à-dire que pour eux, quelle est leur capacité d'absorption des indicateurs. Il y en a finalement tellement qu'on s'y perd un petit peu dans la masse. Et une autre conséquence d'un point de vue collaborateur, c'est l'impact sur la qualité de vie au travail, puisque forcément on est aujourd'hui dans un contexte de recherche de la productivité maximale, et en termes de qualité de vie au travail, on le voit notamment avec les entretiens d'évaluation qui sont très souvent axés sur avez-vous ou non atteint vos objectifs. Aussi, le second aspect de l'éloignement de l'esprit originel souhaité, c'est que les COJ aujourd'hui tendent de plus en plus vers des contrats d'intention où se trouve un rapport asymétrique entre l'État et les caisses nationales. On le voit en effet qu'il y a un déséquilibre qui a été décrié par la Cour des comptes entre l'État et les caisses nationales, parce que pour elles, aujourd'hui, les COJ ne sont plus un ensemble d'obligations et de droits entre les deux parties, mais plutôt des chartes d'engagement unilatéraux, souscrits en même temps. Donc à cela, la Cour des comptes avance deux arguments. Tout d'abord, le fait qu'on puisse douter qu'il puisse y avoir un rapport symétrique entre deux personnes morales de droit privé de statut juridique différent. Forcément, l'État, même si aujourd'hui son rôle est réduit, a quand même, il possède quand même son pouvoir de tutelle sur les caisses nationales. Et également, c'est vrai qu'on en parle depuis une quarantaine d'années, le système de sécurité sociale se trouve de plus en plus étatisé. Et c'est vrai que le système et le mécanisme des COJ ne fait qu'accroître ce sentiment. Le deuxième argument avancé par la Cour des comptes, c'est que les COJ contiennent beaucoup plus d'engagement pour les caisses nationales que pour l'État. Puisque pour les caisses nationales, c'est vrai que les indicateurs sont clairs, les objectifs sont précis, il en découle de véritables programmes de travail. Alors que pour l'État, finalement, ces engagements apparaissent déjà moins nombreux, moins contraignants. Des fois, souvent, il s'agit d'engagements qui peuvent aller de soi, comme s'assurer de la mise en place de dispositions légales. Et encore, une dernière limite qui concerne l'évaluation, c'est-à-dire que pour les caisses nationales, leur évaluation est effectuée par des organes indépendants tels que l'IGAS, alors que pour l'État, c'est l'État qui s'auto-évalue. Donc le dispositif est dévoyé et le deuxième titre c'est affiché un peu vite, mais il en résulte des rigidités qui ne correspondent pas forcément aux attendus, aux enjeux des réseaux aujourd'hui. Déjà, la pluriannualité dont on a parlé tout à l'heure et qu'on appelait de nos voeux dans les années 90, elle est toute relative. Les COJ sont effectivement rarement signés au 1er janvier, je vous le souhaite, cette fois-ci, mais c'est rarement le cas. Et les caisses nationales, autant que les organismes, fonctionnent alors en mode stop and go. On a pu l'étudier cette année, ce qui, dans les domaines notamment de l'immobilier et de l'informatique, est particulièrement préjudiciable.
En prime, jusqu'aux prochaines coges signées en 2018, on était sur des temporalités décalées. On peut aussi noter que le cadrage quand même essentiel qu'est la RMPP est fourni sur une base annuelle et avec une visibilité toute limitée. Et que l'horizon temporel réduit des coges ne correspond pas forcément au temps du pouvoir, si bien qu'on se retrouve avec des injonctions en cours de route qui visent à changer les priorités qui étaient pourtant inscrites dans la coge. Et le rapport IGAS d'évaluation de la coge CNAV 2009-2013 le résume pudiquement. Il est à noter que la pratique consistant à ne pas conclure d'avenant peut conduire à des décalages entre le texte de la Convention et la réalité des actions menées sur la période. Alors, deuxième point qui permet de dire que c'est un peu rigide, c'est que la coge est à certains égards une sorte de gloubi-boulga, où on va trouver parfois trop d'ingrédients. Je sais que M. Mayer parle de pudding, donc je ne voulais pas vous... J'ai essayé de trouver autre chose. On y trouve un peu tout. On a la tentation, alors que c'est quand même pas le but à la base, d'y introduire des activités de gestion. Mais c'est plutôt à des fins de négociation des moyens. Et puis à l'inverse, on l'a laissé entendre ce matin, peut-être qu'on pourra y revenir, d'autant plus c'est un dossier que je connais mal, mais on n'y trouve pas toujours ce qu'il faudrait. Certains projets sont volontairement pas inscrits dans les coges pour éviter tel ou tel type de réaction. On a mentionné ce matin le recouvrement des cotisations Agirc-Arrco et on pourra peut-être y revenir. Et puis dernier point, c'est rigide parce que le cadre est rigide. Et la permanence du cadre même contractuel, le fait qu'on le reproduise d'une façon assez systématique, ne favorise pas, c'est ce que nous dit l'IGAS, l'originalité et la créativité. Et enfin, dernière limite de ces coges, correspond à son pilotage qui est aujourd'hui en silo, au détriment de l'interbranche et de l'interrégime, puisque certains projets majeurs qui devraient être développés dans ce cadre-là ne le sont pas. Toutefois, certains projets lancés durant la période récente prouvent qu'il y a quand même une réflexion dans ce sens. Je pense notamment à la DSN, à la LURA, à certains logiciels internes comme les SIRH qui sont développés en interbranche et en interrégime. Il y a également l'extension des coges aux différents régimes, mis à part le régime général, qui permet aussi la recherche d'indicateurs communs pour finalement créer un catalogue d'indicateurs communs pour l'ensemble des régimes. C'est vrai que certains projets mériteraient d'être développés dans ce sens parce que soit ni la technicité ni la spécificité ne justifient pas un traitement non transverse. Par exemple, chaque branche a son propre système de gestion de paie. Soit au contraire parce qu'il y a un véritable enjeu de coût et de performance qui mériterait donc un réel développement de l'ensemble des réseaux. Là, je pense notamment au système d'information qui mériterait un système d'information unique et plus pertinent. Au-delà de ces projets majeurs qui mériteraient d'être traités de manière globale, il y a une seconde limite qui date de 2012, puisque l'article 10 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a souhaité mettre en place une super coge. Donc c'était la mise en place d'une convention cadre de performance de services publics de la sécurité sociale pour développer justement les transversalités entre les différents organismes. Et depuis la création de cet article-là, aucune supercoge n'a été signée. Donc il a été avancé différents arguments qui justifient de cet échec. Tout d'abord parce que les pouvoirs publics n'ont pas su ou n'ont pas pu imposer ce nouvel outil auprès des caisses nationales, mais aussi parce que les caisses nationales ont eu peur de devoir travailler en interrégime et en interbranche avant de travailler pour leur précaré, pour leur branche. Et enfin, aussi, peut-être que les caisses ont refusé cette supercoge en ayant en tête le semi-échec de ce qui se passe avec le RSI, puisque en théorie, la mutualisation fusion présente de nombreux avantages, mais comme on le voit actuellement, c'est vrai que cela présente aussi quelques limites. Donc, compte tenu de ces limites,
Quels sont les enjeux, quelles sont les perspectives pour les COJ? C'est un terrain sur lequel Fatima et moi n'allons pas trop aller puisque M. Mayer va prendre le relais. On peut quand même poser quelques questions. Est-ce que l'échec de la super-COJ condamne tout contrat global sécurité sociale, toute approche plus globale que les approches actuelles? Est-ce qu'on pourrait se servir des COJ plus en amont comme outil de préparation de certaines réformes? Est-ce que ça vaudrait le coup de caler les COJ sur la temporalité politique? Et puis qu'est-ce qu'on fait, puisqu'on a vu les conséquences managériales dans les réseaux et dans les organismes de l'existence des COJ? Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on appelle la transformation managériale, du fait qu'il y a de moins en moins de marge de manœuvre locale et que tout ça, malheureusement, se voit dans nos BSI? Donc sur toutes ces questions, et peut-être que vous en avez d'autres à ajouter, on cédera tout à l'heure la parole à M. Mayer. Merci beaucoup. Merci.